Elisabeth Borne, notre invitée, ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Incendie actuellement à Villeurbanne. Une épaisse fumée noire dans le ciel. Ce n'est pas un entrepôt ou une usine Seveso. Selon les informations que nous a données la préfecture, ça n'est pas un site Seveso, c'est un entrepôt de stockage. Stockage de quoi ? Plutôt de plastique, mais on attend toutes les précisions. En tout cas, ça ne semble pas être un site Seveso et la préfecture est mobilisée sur le sujet. Bien. Hommage aux victimes de la préfecture de police de Paris, tout à l'heure à 11h. Vous avez dirigé la RATP. À la RATP, il y a eu une forme de radicalisation chez certains rares agents de la RATP. Vous avez connu cela ? Il y a eu Elisabeth du Borne. Communautarisme, Oui. C'est-à-dire notamment des agents qui refusaient de serrer la main des femmes ou de conduire un bus derrière une femme. Moi, j'ai vraiment été très intraitable, je dirais, sur le sujet. Dans une entreprise de service public, ils ont été licenciés. Il y a des gens qui ont été licenciés s'ils n'ont pas repris un comportement normal après des avertissements. Je pense qu'il faut être très vigilant d'abord sur la vie dans un collectif de travail sur ces sujets de communautarisme. Et puis, évidemment, il faut être aussi très vigilant sur tous les signaux faibles qu'on peut avoir sur des signes de radicalisation. Je vous parle de la RATP parce que c'est l'une des entreprises publiques qui est un peu montrée du doigt en expliquant que dans les transports, au-delà, même plus que dans la police, plus que dans la gendarmerie, dans les transports, il y a ce risque de radicalisation qui n'est pas nul. Alors, comment faites-vous pour justement déceler et lutter contre cette radicalisation ? Vous savez qu'on pouvait manquer d'outils juridiques. Oui. Et il y a une loi qui a été votée en 2016, la loi Savary, qui permet d'avoir des enquêtes administratives, ce qu'on appelle du criblage, avant le recrutement, et qui permet régulièrement de refaire des enquêtes administratives s'il y a des comportements qui peuvent paraître, qui peuvent donner des signes de radicalisation. Et donc, moi, j'ai demandé à l'époque au service d'être extrêmement vigilant, et je pense que ma remplaçante Catherine Guillouard a la même politique. Moi, je vous dis, il y a à la fois le refus du communautarisme qui me semble indispensable dans une entreprise de service public, et puis une vigilance très grande qu'il faut avoir en permanence sur tous les signes de radicalisation qu'on peut avoir. Franchement, l'islam radical est silencieux. Est-ce qu'on sait le combattre, Elisabeth Borne ? Moi, je ne peux pas vous dire qu'on peut avoir un risque zéro. Je pense que notre responsabilité à tous, c'est de s'assurer qu'on a fait le maximum, qu'on est vigilant sur tous les signes, et y compris sur les signaux faibles. Et dans ce cas-là, il faut faire des signalements. Voilà. Lubrizol, Rouen, il y a toujours des odeurs. Effectivement, il y a toujours des odeurs. Le préfet a pu en parler dans son point presse hier. On pense que ça vient des hydrocarbures qui ont été répandus pendant l'incendie, qui sont mélangés avec les produits que les pompiers ont utilisés pour éteindre l'incendie. On a remis la pression sur les deux industriels pour que le site soit nettoyé, les sites soient nettoyés au plus vite. Et évidemment, moi je suis bien consciente à la fois de l'émotion et de l'inquiétude que les Rouennais ont pu ressentir après cet incendie. Et on est très mobilisés pour effectivement traiter ces odeurs à la source. L'autre site, c'est le site de Normandie Logistique, on est bien d'accord, qui a brûlé aussi, en partie. Qui a brûlé en partie, absolument. En partie, Elisabeth Borne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout danger est écarté ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les analyses, on n'a pas encore tous les résultats d'analyse, toutes les analyses qu'on a eues sur l'air, sur l'eau, sur les sols, jusqu'à présent sur les produits agricoles, ont montré que tous les produits qu'on a recherchés, on est en dessous des seuils, et on est même sur des quantités non mesurables pour la plupart des produits. Dioxine, amiante, tous les produits. Jusqu'à présent, tous les produits, vous parlez de la dioxine, je vous confirme que jusqu'à présent, les résultats ont été rassurants. De la même façon, sur l'amiante, on a fait des mesures à 300 mètres, à 500 mètres, à quelques kilomètres. On n'a pas trouvé de fibres d'amiante, ou en tout cas dans des quantités inférieures à ce qui déclenche une vigilance quand on est dans un bâtiment. Donc on est en dessous des seuils, c'est rassurant, mais on a des analyses qui sont encore en cours, notamment sur les produits agricoles. Donc lorsque je vous pose la question, est-ce que tout danger est écarté ? Que me répondez-vous ? Ce que je peux vous dire, c'est que à ce stade, donc comme je vous le disais... Tout danger est écarté ou pas ? À ce stade, toutes les analyses ont été rassurantes. On va mettre en place un suivi dans la durée,
un suivi environnemental, un suivi sanitaire et on veut avoir la plus grande transparence. C'est pour ça que le Premier ministre a annoncé qu'on mettrait en place un comité pour la transparence avec les élus, avec les riverains, avec les associations. Ça veut dire que tout danger n'est pas écarté encore. Ça veut dire que dans la durée, on continuera à faire un suivi environnemental et sanitaire. Et je pense que c'est ce que les Rouennais peuvent attendre de nous. Et avec Agnès Buzyn, on sera en fin de semaine sur place pour installer ce comité. Les suies ont été analysées aussi. Absolument. Vous avez ces résultats? Parce qu'on a eu les résultats sur la dioxine, sur l'amiante, mais pas sur... On a eu tous les résultats sur les suies dès le départ. Donc, rien d'inquiétant. Sur les produits qu'on avait recherchés, aucun produit n'était dans une teneur qui aurait pu nous alerter. Et sur ces suies, on avait interrogé 2 agences, l'INERIS et l'ANSES, qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de produits supplémentaires à rechercher. Donc sur les suies, je pense qu'on peut être rassuré. Ensuite, je vous dis, sur les produits agricoles, il y a encore des prélèvements des analyses qui sont en cours. Les agriculteurs, 3000, en comptant la région rouennaise, mais aussi d'autres départements, 3000 qui sont concernés, qui n'ont toujours pas le droit de vendre leurs produits. Jusqu'à quand ? On applique un principe de précaution maximale et là aussi, transparence maximale, absolue et précaution maximale. C'est pour ça que toutes les communes dans lesquelles on a pu trouver des suies du panache, on a consigné les productions agricoles, le temps de faire les analyses et de s'assurer qu'il n'y avait aucun produit qui pouvait poser des problèmes pour la santé. Alors moi, je comprends que c'est très difficile pour les agriculteurs. Surtout qu'ils n'ont reçu aucune aide. Toujours aucune aide. Non, alors qu'elle était promise. Didier Guillaume a annoncé que, notamment pour le lait, les productions seront payées normalement par l'interprofession, qu'évidemment on remboursera. Et puis, n'oublions pas la responsabilité première, c'est celle de l'industriel. On est sur un principe de pollueur-payeur, et donc l'industriel devra indemniser non seulement tous les riverains... Lubrizol s'est engagé à indemniser. Enfin, moi j'ai vu le PDG de Lubrizol. Moi je lui ai dit que je trouvais que l'entreprise n'a pas été à la hauteur dans le temps qu'ils ont mis à nous fournir les listes de produits, dans le temps qu'ils mettent à nous donner leurs propositions pour une étude environnementale dans la durée, et qu'on attendait d'eux, qui montrent de la considération, qui reconnaissent aussi toute la gêne et l'inquiétude qu'a pu causer cet incendie, et qui soient exemplaires dans l'indemnisation sans attendre des décisions de justice. On n'a pas encore le montant de l'aide, évidemment, il faut une évaluation, si j'ai bien compris. Je pense que dans le principe, ils auront à prendre en charge tous les dégâts causés par cet incendie. C'est très clair, on est sur un principe pollueur-payeur, et moi je peux vous assurer que j'y veillerai personnellement. Même les dégâts pour les agriculteurs. Y compris les préjudices pour les agriculteurs. Bon, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été vraiment informé de l'augmentation des produits stockés dans l'usine? C'était en janvier dernier, je crois. Les riverains ont été peu informés, et peu informés de la nature des produits. Il y a eu un assouplissement de la loi en 2018, je crois, sur les règles d'autorisation des sites contenant des substances dangereuses. C'est bien cela? Il y a eu une simplification des procédures sans pour autant ne pas baisser la garde sur tout ce qui est étude de danger. Donc c'est des simplifications de procédures, notamment sur les évaluations environnementales, quand on est sur des adaptations mineures des produits sur le site. C'est-à-dire que là, pardonnez-moi, mais chez Lubrizol à Rouen, on a stocké beaucoup plus de produits dangereux. Non, ça n'est pas le cas. Non, ça n'est pas le cas. Non. Ça n'est pas le cas. Il y a eu 2 arrêtés qui ont été pris, l'un qui concerne un site tout à fait éloigné de là où s'est passé l'incendie, un autre qui n'a pas été mis en œuvre. Donc il n'y a aucun rapport entre ces arrêtés et ce qui a pu se produire avec cet incendie. Il n'y a pas eu un nouveau stockage, une augmentation du stockage de produits dangereux. Il n'y a pas eu une augmentation de la capacité de stockage. Pour autant que je puisse le savoir, vous savez que moi j'ai demandé une enquête administrative et je veux avoir tous les éléments sur le sujet et on en tirera toutes les conséquences. Bien. Les contrôles des sites Seveso eau, 744 sites en France, sont moins nombreux. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont moins nombreux ? C'est vrai que les contrôles sont moins nombreux, les sanctions sont plus nombreuses. Et les contrôles sont moins nombreuses, pas parce qu'il y a moins d'inspecteurs. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas moins d'inspecteurs, qu'il n'y en aura pas moins l'an prochain. Il y a beaucoup de procédures administratives, beaucoup plus qu'avant. C'est que les inspecteurs sont dans leur bureau au lieu d'aller contrôler sur le terrain. C'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que des simplifications de procédures ont été envisagées. Parce que quand on s'occupe de papier, on n'est pas en train de faire les contrôles. Donc c'était ça l'esprit des simplifications. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de tout remettre à plat et qu'on regarde si on a bien effectivement le meilleur équilibre. Vous allez tout remettre à plat ? Forcément. Attendez, vous savez, après.
une catastrophe de ce type, il faut en tirer toutes les conséquences. C'est le sens de l'enquête administrative que j'ai demandée, en complément de l'enquête judiciaire qui permettra d'établir les responsabilités. Et évidemment, on en tirera toutes les conséquences. Les pesticides maintenant, l'épandage des pesticides. Où est-ce qu'on en est ? 5 ou 10 mètres ? C'est décidé ? On a mis en consultation des textes qui prévoient pour la première fois en France et en Europe, des distances minimales pour protéger les habitations, avec effectivement 2 distances, 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses. On a fait une grande concertation, 50 000 personnes se sont exprimées sur le site, et donc on va se donner le mois d'octobre pour analyser ces contributions. Vous les avez, ces contributions ? Oui, je ne les ai pas encore analysées, 50 000, mais donc on va analyser ces contributions, on reverra les professionnels, les associations de protection de l'environnement, et ensuite on prendra des décisions pour que ces arrêtés, ces textes soient en vigueur au 1er janvier. Au 1er janvier, mais 5 à 10 mètres, c'est la proposition que vous faites, et c'est la proposition sur laquelle vous allez vous arrêter. Alors, c'est pas la proposition que je fais, c'est la proposition que les scientifiques ont fait. Les préconisations des scientifiques. Donc, je pense que c'est important sur ces sujets. Vous voyez, de pas sortir des distances d'un chapeau. Et donc, on prend les préconisations des scientifiques. S'il y a des nouvelles études scientifiques, s'il y a des nouveaux modes de traitement, on en tiendra compte. Mais à ce stade, c'est la proposition qui a été faite par les scientifiques. Donc, 5-10 mètres, nous verrons, mais c'est... Et vous avez un dispositif qui permet aussi des adaptations. Mais les agriculteurs sont foudrage, hein. Ils ne veulent pas de ces 5-10 mètres, 5 ou 10 mètres. Hein. Écoutez, je pense qu'il y a des enjeux... Christian Lambert tout à l'heure sur RMC. Il y a des enjeux de santé publique avec lesquels on ne peut pas transiger. Quand les scientifiques nous disent qu'il est raisonnable d'avoir ces distances de 5 à 10 mètres, forcément, on écoute les scientifiques. C'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu de santé publique, mais les agriculteurs disent que c'est aussi un enjeu pour nous. Un enjeu, on ne peut pas. Enfin, Ils sont obligés de se soumettre. Il y aura la possibilité d'avoir des chartes discutées localement avec les riverains, avec les associations, avec les élus. S'il y a des précautions complémentaires qui peuvent être prises, alors il pourra en être tiré des conséquences localement. Mais je vous dis, c'est un enjeu de santé publique, donc on ne peut pas transiger avec ces sujets. L'exposition aux pesticides, cause majeure du cancer ? Je vois à quoi vous faites référence. Je pense qu'en tout cas, si l'idée est de dire qu'il n'y aurait pas de problème de santé lié à l'utilisation des pesticides, là je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des conséquences sanitaires. Plus on fait des études, plus on se rend compte qu'il y a des conséquences sanitaires. Mais cause majeure du cancer du sein, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Voilà. Moi je ne vais pas rentrer, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Vous avez été directrice de cabinet de Ségolène Royal, je comprends votre prudence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des conséquences pour la santé. Plus on mène des études, plus on peut le mesurer. Et donc non seulement il faut des distances de sécurité, mais en plus il faut réduire l'usage des pesticides, et c'est bien ce à quoi on travaille, avec l'objectif de réduire de 50% d'ici 2025. Les agriculteurs en ont assez de cet agribashing. Ils en ont assez, ils n'en peuvent plus, ils sont en train de manifester aujourd'hui. Que leur dites-vous ce matin ? Évidemment, moi je ne peux pas cautionner l'agribashing. Je pense qu'il faut aussi respecter les agriculteurs qui font un métier difficile, et on doit les accompagner pour avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Moi je crois beaucoup à l'agroécologie qu'on porte avec Didier Guillaume. Je pense qu'on peut avoir d'autres pratiques qui consomment moins d'intrants, qui consomment moins de pesticides, qui consomment moins d'eau. Ils sont en train de manifester. Que leur dites-vous ? Moi, je leur dis qu'on prend en compte leurs préoccupations, Vous n'avez pas à vous préoccuper, on s'occupe de tout Non, je leur dis pas ça. Je leur dis que je suis consciente qu'il y a des transitions dans ce secteur, comme dans beaucoup. C'est la transition écologique, ça suppose des changements qu'il faut qu'on accompagne, et c'est aussi ce qu'on fait, y compris avec de l'argent des agences de l'eau pour aider à utiliser moins de pesticides. On va continuer à les accompagner. La discussion sur la politique agricole commune, ça sera aussi l'occasion d'avoir notamment une prise en compte des services environnementaux de l'agriculture. Le CETA, ils ne veulent pas du CETA. Le Mercosur, on en est où ? Je crois que le président de la République a été très clair sur le sujet. C'est fini, ça. Un pays qui ne respecte pas l'accord de Paris. Donc on ne signera pas, c'est définitif, le Mercosur. On ne signera pas des accords. On est le seul pays, vous savez, qui a refusé un traité avec les États-Unis qui est sorti de l'accord de Paris. Et on a dit très clairement qu'un pays qui ne respecte pas la forêt amazonienne, qui ne respecte pas l'accord de Paris, on ne peut pas signer un traité commercial avec. Donc on ne signe pas le Mercosur. L'Autriche a décidé de ne pas signer. En tout cas, la France a annoncé très tôt qu'elle ne pourrait pas signer le Mercosur dans ces conditions. Dans ces conditions. Nous verrons s'il y a évolution. Extinction Rébellion.
qui occupent une place à Paris, la place du Châtelet, qui manifestent une forme de désobéissance civile. C'est l'instrumentalisation de l'écologie, selon vous ? Écoutez, moi, que les gens se préoccupent du climat, forcément, je peux pas être contre. Au contraire, je pense que c'est une préoccupation qu'il faut qu'on partage tous. Après, quels sont les messages ? Vous voyez, quand j'entends il faudrait reconnaître l'urgence écologique et climatique, on l'a inscrit dans la loi. Quand on nous dit il faudrait mettre en place des assemblées citoyennes, moi je le dis très clairement à tous ceux qui manifestent pour avoir des assemblées citoyennes, ça tombe bien. Ce week-end, on a installé une convention citoyenne de 150 Français qui vont réfléchir aux solutions qu'on peut proposer précisément pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre très fortement et pour aller vers la neutralité carbone au milieu du siècle. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ces questions auxquelles on apporte des réponses. Et voilà, moi je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper de combat. C'est peut-être des mots d'ordre qui sont importés d'autres pays. En tout cas, en France, l'urgence écologique, on la reconnaît. Les conventions citoyennes, on en a mis en place. Borne, pour défendre le climat, tous les moyens sont légitimes ? Non, je dis pas ça. Je dis que c'est très important de se mobiliser pour le climat. Et je dis que c'est aussi important de tenir compte de ce qui est fait, notamment de respecter le travail de la Convention citoyenne qu'on a mis en place. Je pense que c'est une très belle avancée de dire on ne fait pas les réformes pour les Français, on fait les réformes avec eux. Ils vont nous faire certainement des propositions. Voilà, qui par ailleurs répondront mieux aux contraintes, aux aspirations des Français. Il faut tenir compte de ce qui se fait. Et puis, évidemment, moi, je ne peux pas non plus être d'accord s'il y a des actions violentes, des actions de blocage. Elisabeth Borne, Greta Thunberg, qui pourrait, je mets tout cela au conditionnel, recevoir le prix Nobel de la paix, ce serait justifié ? Je pense que Greta Thunberg, elle a eu un rôle très important pour mobiliser notre jeunesse. Et c'est bien légitime que la jeunesse se mobilise, parce que la planète dont on est en train de parler, en 2050, mais c'est la leur. Donc je pense important cette prise de conscience, je pense que c'est très positif. Après, on doit aussi passer à l'étape d'après, de se dire qu'est-ce que chacun propose comme solution. Donc c'est insuffisant, quoi. Greta Thunberg, c'est... Je dis que je pense qu'aujourd'hui... C'est une alerte. Oui, l'alerte, alerter c'est bien, participer à construire des réponses. Moi, je pense qu'elle a eu, je vous dis, une action très importante. C'est pas moi qui délivre le prix Nobel de la paix. En tout cas, je pense que cette prise de conscience de la jeunesse est très importante. C'est un levier important. Pour moi, c'est une force pour agir sur la transition écologique. Mais il faut passer aussi à autre chose. Il faut qu'elle proposer des solutions, qu'on construise des solutions qui permettent cette transition écologique sans laisser personne sur le bord de la route. Et je pense que c'est ma préoccupation centrale. Le bien-être animal des espèces sauvages captives. Vous avez cela en charge aussi, Elisabeth Borne. Alors, les visons élevés pour leur fourrure ? On a mis en place, donc moi on arrête. Dès mon arrivée, vous savez, je me suis attelé à ce sujet. Je pense qu'il est très important. Je pense que l'état d'esprit des gens a beaucoup évolué sur ces sujets. Et je crois que ça dit beaucoup aussi du respect qu'on peut avoir pour la nature. Donc c'est très important d'avancer sur ces sujets du bien-être animal. Faut-il supprimer les animaux dans les cirques ? On a des concertations, je ne vais pas vous faire des annonces ce matin. Moi, j'ai souhaité prendre le temps d'écouter à la fois des associations très mobilisées sur ces sujets. À titre personnel ? Je ne vais pas vous donner un point de vue personnel sans mener ces concertations dans lesquelles, évidemment, il faut progresser sur ce bien-être animal. Il faut aussi écouter les professionnels. Mais voilà, moi, je n'hésiterai pas à prendre des mesures d'interdiction si elles sont nécessaires pour un meilleur bien-être animal. Animaux dans les cirques, je sais pas, moi, les cétacés dans les delphinariums, par exemple ? On travaille sur le sujet ces espèces sauvages, ces animaux sauvages. On fera des annonces prochainement. Vous n'hésiterez pas à interdire. Je vous dis, je n'hésiterai pas à prendre des interdictions si c'est ce qui est nécessaire pour assurer le bien-être de ces animaux sauvages en captivité. Merci Elisabeth Borne d'être venue nous voir ce matin, RMC et BFM TV, 8h53.